Hello les meufs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, j'accueille Anantsa, la fondatrice de Spicy Ananas. Salut. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Merci d'être là aujourd'hui. Donc Anantsa, tu vas nous parler de toi, de ta boîte, de ce que tu as fait, comment tu as lancé, etc. Est-ce que tu peux nous parler de Spicy Ananas? Alors Spicy Ananas, c'est à commencer par un blog. Je crois que c'était en 2018. Et c'était pour partager des recettes, montrer ce que je fais. En fait, même ça a commencé par une page Facebook et ensuite c'est devenu un blog. C'était pour partager de ce qu'est cuisine créole, les farines afro-caribéennes, enfin présenter ce que je fais, ce que j'aime, mes photos en stylisme culinaire. Et aussi, ça a évolué à partir de 2017, 2018, parce que j'ai assumé à 100% le sans gluten. D'accord. Parce que j'ai été diagnostiquée intolérante au gluten en décembre 2017. Le blog, ça continue encore à être un blog, mais là, je vais changer mon site pour vraiment mettre en avant mes offres, parce que je suis chef en cuisine sans gluten et créole, consultante culinaire pour des marques, pour créer des recettes à partir de leurs produits, ou sinon à partir d'un brief, créer des recettes. Et c'est aussi une façon de montrer que le sans gluten peut être gourmand, délicieux, qu'il ne faut pas s'arrêter aux idées reçues dessus. D'accord. T'as commencé le blog quand t'as su que t'étais intolérante au gluten, ou t'as commencé le blog par la passion, enfin parce que t'étais passionnée par la cuisine? J'ai commencé le blog parce que j'ai passionnée par la cuisine et que ça me suffisait plus une page Facebook. Ok, donc t'as commencé par une page Facebook, ensuite t'as créé ton blog. C'est ça. T'as tout créé toute seule? Non, j'ai eu l'aide d'une amie qui est webmaster et m'a dit vas-y, j'ai besoin de me faire connaître, est-ce que je te fais la trame et tout, donc elle a tout fait. D'accord. Et initialement, t'avais été habituée à écrire ou t'as appris à écrire toute seule J'ai toujours aimé raconter des histoires, j'ai toujours écrit, mais j'avoue que j'écrivais beaucoup de poèmes à une époque. Et depuis petite, j'aime cuisiner, j'ai commencé très tôt, donc pour moi, écrire des recettes en même temps raconter des histoires, ça me va. D'accord, donc tu parlais d'une cuisine particulière J'étais vraiment axée sur, au début, je voulais être sur la cuisine créole, mais pas non plus m'enfermer. C'est vrai que j'ai pas fait cuisine antillaise, mais vraiment créole pour être beaucoup plus ouverte sur le monde. D'accord. Et j'ai mis après inspiration créole parce que, certes, je garde les codes de la cuisine créole, mais en m'inspirant de mes voyages, qui peut être aux États-Unis, le fait de vivre en France, d'avoir voyagé dans la Méditerranée. Pour moi, c'était important de mélanger différentes cultures pour ouvrir le champ des possibles. Quand t'as commencé ton blog, je t'ai dit inspiration créole. Enfin, qu'est-ce que tu parles par inspiration créole? Parce que alors, je pense que la majorité des gens, quand on leur parle de cuisine créole, ils pensent à la cuisine basique, c'est-à-dire des acras, du riz blanc, haricots rouges, lentilles, cochon, colombo, enfin acra et tout ça. Enfin, tu t'es inspiré de quoi? De la cuisine guadeloupéenne, la cuisine martiniquaise ou de toutes les îles qui étaient à côté? Je parle notamment de Cuba, Jamaïque. Dominique, etc. J'ai vu encore plus large. La cuisine créole, ça commence, pour moi, ça va de la Louisiane, la cuisine créole cajun, jusqu'à l'île Maurice, en passant par les Caraïbes. Donc, je me suis inspirée de ça, en me disant que quand on dit, quand on dit cuisine antillaise, les gens s'arrêtent à Tipon, Chacré et Boudin. Et donc, je voulais montrer c'est beaucoup plus vaste et qu'il y a des gastronomies créoles, il n'y en a pas qu'une. C'est pourquoi je me suis inspirée de ce qui se fait d'abord, dans ce que je connais, Guadeloupe, Martinique. Après, j'ai vu aussi ce que fait Haïti, à la Jamaïque. Donc, tu voulais mettre à l'honneur la cuisine au sens large. Au sens large et valoriser les produits afro-caribéens, les faire connaître. Parce que quand on est sans gluten, on se met à chercher beaucoup de farines. Et il y a plein de farines intéressantes. Et plein de produits intéressants qui sont sans gluten. La banane plantain, le fruit à pain, la patate douce, les gnams, les christophines, les madères. Il y a plein de choses à faire. Et donc, de là, je me suis dit, OK, j'aime les cuisines créoles. J'aime manger. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. J'aime bruncher aussi. Et donc, je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, pour manger ce que j'aime, je le trouve pas forcément sans gluten. Et c'est comme ça que j'ai regardé ce qui sont en cuisine créole et j'ai commencé à reprendre les plats traditionnels de Guadeloupe et de Martinique en version sans gluten. Pour ceux qui contiennent de la farine de blé. D'accord, donc en fait, tu as transformé des recettes avec une farine... afro-caribéenne ou africaine. D'accord, ok. Donc des choses qu'on peut trouver... Enfin, des choses qui existent mais qu'on ne pense pas forcément, en fait. C'est ça. Les dombrés, j'adore ça. Et pour moi, c'est un plat simple, efficace, basique. Et j'ai commencé à parler dombrés
et j'ai testé beaucoup de farines avant de trouver les farines qui matchent et qui me permettent de retrouver la texture du dombré que je connaissais. Enfin, en tout cas, ceux qui s'approchent le plus pour pouvoir continuer à manger mes dombrés. Donc, mais c'est important les dombrés. Hein. Pour continuer à manger mes dombrés, j'adore. Mais c'est important. Un dombré crevette, c'est super bon. Bah oui, je vais pas te dire le contraire. Hein. Enfin, ça fait surtout longtemps que j'en ai pas mangé en plus. Mais ouais, mais c'était pas compliqué aussi d'avoir les mêmes textures, les mêmes. Oui, il faut faire le terme que je dis, ça va être un peu fort, mais il faut un peu entre guillemets faire le deuil des recettes qu'on a connues, textures qu'on a connues avant avec du gluten. Parce que si on essaie de s'en rapprocher, on peut perdre beaucoup de temps et d'argent à essayer d'avoir la texture exacte. Sachant que c'est pas les mêmes propriétés, il faut rajouter parfois des choses. Donc moi, j'ai pris ce qui se rapprochait le plus et ça me va. Oui, c'est un gros travail qui a été fait. Oui. Donc, en fait, tu dis que si on veut se rapprocher au maximum de la texture, il faut faire un maximum de recherche et de développement, justement, pour avoir quelque chose qui ressemble au maximum. Mais si on veut se rapprocher au plus, il faut juste se mettre d'accord sur la composition qui sera pas la même, quoi. C'est ça, exactement. C'est pas la même composition et se dire, je vais essayer de me rapprocher le plus, mais ça va pas être exactement pareil. Mais l'important, c'est que ça reste bon. De toute façon, on en parle, hein, mais quand on fait un plat, je prends l'exemple pour moi, quand je fais un plat aux Antilles et quand je le fais ici, mais ça n'a pas le même goût. Déjà, c'est pas les mêmes, l'eau n'est pas la même, enfin, les produits sont pas les mêmes, et après, il y a plein d'autres choses. Je parle aussi du rhum. Le rhum, quand on le boit aux Antilles et qu'on le ramène ici, le rhum n'a pas le même goût. C'est l'humidité qui est pas la même, etc. Mais ça change. Même les bananes. Moi, je vois toujours ça. Je mange plein de bananes quand je vais là-bas. Et ça a pas du tout le même goût. Et je me dis, mais la banane a ce goût-là. Et j'avais oublié, quand j'étais pas rentrée pendant 4-5 ans, je me suis dit, mais la banane, celle que je mange, en fait, c'est pas du tout le même goût. Et j'avais oublié ce qu'était le goût de la banane. Oui. Bah après, voilà, le tour d'importation aussi, elle mûrit sur le bateau, ça n'a pas du tout le même goût. Après, au début, je pensais que c'était moi qui cuisinais si mal que j'arrivais pas à avoir le même goût. J'essaie de me rapprocher avec ça, tu vois. Et du coup, à quel moment t'as décidé de te lancer? Parce que t'étais salariée avant J'ai été salariée pendant 1 an et demi environ en restauration. Ensuite, j'ai eu des soucis de santé. Donc, on m'a déconseillé de continuer à travailler debout. Donc là, j'ai déjà fait une première reconversion justement pour faire de la cuisine. Donc là, c'était un peu le moment d'errance. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai des métiers différents. J'étais AVS, j'ai été community manager, j'étais animatrice pour enfants. C'est un peu, ça a été 4 ans, on va dire, 4 ans un peu où je savais pas où j'allais. Et j'ai eu un accident de travail et je suis restée 1 mois et demi à la maison. C'était long. C'est très très long, plus la rééducation derrière. Et là, je me suis dit, non, franchement, il faut que je fasse ce que j'aime. Et de là, je me suis renseignée auprès de comptables. Et les comptables m'ont dit, vaut mieux reprendre un emploi salarié pendant 6 mois avant de vous lancer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est la première fois que j'étais chef dans un coffee shop. Et je m'occupais de la carte. T'as réussi à devenir chef d'un coup? Enfin, oui, après. T'avais déjà suivi des études en parallèle Oui, j'ai eu un CAP cuisine. Ah, donc du coup, ça, tu l'as fait à quel moment Mais mon CAP cuisine, j'ai eu en 2012. Oui. J'ai été commis de 2012 à décembre 2013. Et ensuite, en 2014, c'est là qu'a commencé un peu l'errance. Et je suis devenue chef du coffee shop. J'avais un commis. C'était en mars ou avril 2019. Et là, je voulais être créative et on me bridait dans ma créativité. Je voulais être inclusive et je ne pouvais pas forcément l'être. Donc, t'as envie de mettre ta patte, en fait. Voilà, c'est ça. Et à un moment, je me retrouvais un peu trop bridée. Et on n'était pas forcément d'accord sur certaines choses. Et pourtant, ils doutaient. Et quand on essayait, ça marchait. Donc, je me suis dit, je préfère faire mes propres recettes. Et ensuite, je serais plus à l'aise et que je me sentirais plus libre, en fait, de faire ce que j'aime. Mais c'était convenu initialement que tu changes la carte du... J'ai rédigé la carte. Ah, t'as rédigé la carte et t'as apporté tes propres recettes dans le coffee shop. Au début, c'était plutôt... j'étais très inclusive. Donc, il y avait des repas sans gluten, des repas sans gluten, sans lactose, du végétarien. Il y avait toujours un plat carné ou de poisson. Et il y avait toujours une proposition de gâteau ou biscuits ou tartes sans gluten parce que le fonds de commerce avant, la personne qui était là, elle faisait du sans gluten. Et c'était la seule qui faisait du sans gluten frais dans la ville. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, en fait Mon patron de l'époque, il avait un concept en vue. Donc, il avait commencé
comme ça avec le coffee shop de cette façon pour après évoluer vers un autre type de concept food. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord sur les trucs. Donc, en fait, c'était ton cabinet d'expérimentation, quoi. Voilà, j'ai testé et après, je me suis dit que j'aimerais être plus libre de créer ce que je veux. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer en 2020, en mars 2020. Je suis entrée dans une SCOP, donc une CAE d'entrepreneur, parce que je ne vais pas me lancer tout de suite, il fallait que je teste mon projet. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une CAE? C'est coopérative d'activité d'entrepreneurs, si je ne me trompe pas, ou d'emploi. J'ai toujours un doute. J'espère qu'on peut écouter ça, parce que je vais les taguer dessus. Ils vont dire, non, ça, il a toujours pas compris. Mais, tu es là depuis 2020. Surtout, oui. Je suis passée sociétaire il y a quelques semaines. Donc, voilà. Mais en gros, on ne crée pas d'entreprise. Notre activité est chapeautée, en quelque sorte, par la coopérative, par la CAE, qui fait qu'on a un numéro de SIRET, on peut faire des devis, des factures, on a notre activité. Donc, elle prend un pourcentage sur notre chiffre d'affaires. On a des assurances, tout. Et on a aussi des formations et on est épaulé par un conseiller une fois par mois pour expliquer comment se passe l'activité, comment on va se développer. Donc, ça fait qu'on n'est pas seul face à l'activité. Parce que ce type d'entrepreneur, je connais. Et là, c'est bien parce qu'on n'est pas tout seul. On a on a vraiment un réseau, on a des nocturnes, on a des salons, en fait, c'est une grande famille, en fait. C'est un gros réseau, quoi. Ça fonctionne un peu comme un portage salarial. Oui. Qui est différent. Enfin, c'est porté différemment. C'est porté différemment. Mais après, ça te laisse la liberté de pouvoir prospecter tes clients, de pouvoir facturer, mais sans avoir à créer une entreprise. Exactement. Et tester le concept. Moi, j'ai testé le concept comme ça. D'accord. Et pourquoi tu as décidé de choisir ce type de... Parce que je faisais des animations pour une marque. Et que je vais pas me lancer tout de suite dans une sorte de création d'entreprise. Et j'ai été suivie par l'Initiative 95. Ils m'ont conseillé de voir une CAE pour commencer à facturer. D'accord. Pour tester un peu. Pour tester le produit. Enfin, la prestation. Ouais. D'accord. Donc c'est de là. Alors, tu as été voir l'Initiative 95 qui t'a conseillé d'aller dans la SCOP. Oui. Et du coup, depuis 2020, t'es dans la SCOP. C'est ça. Tu n'as pas changé, enfin, t'as pas voulu... Si, je dois justement faire pour devenir passer en auto-entreprise. D'accord, ok. En tant que chef... Traiteur, consultante culinaire. Ok, d'accord, sur les 3. Ok. Du coup, est-ce que tu t'es fait accompagner par d'autres organismes, en plus de l'Initiative 95, en plus de la SCOP, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment très, très encadré, t'es suivi, etc., assez régulièrement. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans 2 incubateurs. Enfin, un incubateur au début, c'était un Food Lab RER, mais ça n'existe plus. Et ensuite, je suis rentrée entrepreneur dans la ville. J'ai fait le starter. Et ensuite, je suis rentrée dans l'incubateur. D'accord. Et le premier incubateur, c'est vraiment celui qui est dédié à la food. Ouais. Ah, mais j'en ai fait 3, en fait, incubateurs. J'ai fait Baluchon aussi, qui est spécial restauration. Ah oui, d'accord. Donc, les 3 t'ont aidé sur des aspects différents. Oui. Il y en a un qui a permis de voir comment structurer, s'organiser. En tant qu'entreprise, c'est ça? En tant qu'entreprise dans la food. Donc, c'était sur 4 mois, si je ne me trompe pas, 4-5 mois. Ensuite, c'est les prémices, parce que mon projet il a beaucoup évolué entre l'idée de départ qui était de faire des brunchs dans les restaurants fermés le week-end. Là, maintenant, j'ai vraiment évolué en 4 ans. Ensuite, d'entrepreneurs dans la ville, là, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Donc, j'ai commencé à faire un réseau d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Donc, c'est des personnes qui savent ce que je vis. On peut échanger, c'est structurer son offre, avoir plus sa stature d'entrepreneur. Et là, ça a duré de 2021 à 2023. Ah oui, quand presque même. 2 ans. Ah c'est oui. 18 mois. Ah oui, d'accord. Donc, en tout, avec le starter plus l'incubation, t'as quand même 2 ans, en fait, d'accompagnement. Ah je pensais pas que ça durait aussi longtemps, en fait. Si. En fait, ça dépend parce que tout le temps, t'as des revues de projet, tous les trimestres. Et en fonction de ce que tu présentes, soit tu restes, soit tu pars de l'incubateur. Et toi aussi, tu peux décider de partir de l'incubateur si ça te convient plus. D'accord, ok. Et en même temps, on m'a conseillé d'aller à Baluchon, qui était spécial restauration. Et c'est là que j'ai commencé Baluchon en 2022. En plus d'incubateur, parce que c'est pas la même chose. Baluchon, c'est vraiment restauration. D'accord, ok. Donc, t'as tout ce qui concerne la restauration, le labo, les prix, t'as le discours commercial. T'avais d'autres choses qui étaient complémentaires entrepreneurs dans la ville. D'accord. Qui est plus généraliste. Oui, c'est plus généraliste. Enfin, c'est quand tu fais un incubateur spécialisé dans la cosmétique, dans les médias, etc. Enfin, exactement. On voit pas la même chose. Surtout que c'est assez compliqué de savoir en tant que chef ou en tant
en tant que restaurateur, comment tu fixes tes prix, comment tu te vends, le réseau, C'est ça. comment t'approches aussi les différents organismes, comment tu deals aussi tes contrats. C'est pas du tout la même chose que d'avoir un truc généraliste. Et du coup, t'as trouvé que les deux t'ont permis d'avoir... Oui, beaucoup, parce que je vois l'évolution de on va dire, Anansa d'il y a 4 ans. Et maintenant, il y a vraiment une vraie évolution, même de la façon de faire mes prix. Il y avait une perception des prix qui n'était pas la bonne. Et quand on remet tout à plat, je dis oui, je comprends que oui, je perdais de l'argent. D'accord. Je perdais de l'argent et en tout cas, Baluchon m'a aidé sur ce côté-là. Et Entrepreneur dans la ville aussi, quand me positionner, ça a été c'était une grosse avancée pour moi. D'accord. Donc, on va dire que Baluchon, ça t'a aidé dans la structuration du business plan, des prix, etc., de tout ce qui est un peu financier, comment on gère un restaurant ou une entité dans la restauration. Et Entrepreneur dans la vie, ça t'a pu apporter le côté un peu comment je me positionne, comment j'amène mon offre, enfin plutôt le côté marketing en fait. C'est ça. Mais il y avait, comme j'ai beaucoup évolué, j'ai testé en fait. Ça m'a permis de tester, de réajuster mes offres. Au début, j'avoue que j'assumais pas forcément le sans gluten. D'accord. Je vais pas être dans une case. Et j'avais commencé par faire, je faisais une offre avec farine de blé, une offre sans gluten. J'ai fait une revue de projet. Je sais plus à quel niveau. Je crois que c'est le starter. Et ils ont pas compris. Ils m'ont dit, mais pourquoi il y a un menu sans gluten et un menu de branche avec farine de blé? Le message n'est pas clair. Il faut vous positionner. J'avais beaucoup de mal à me positionner. Ouais. Parce que quand je dis sans gluten, les gens ont l'impression que je disais va des rétro satanas, quoi. Ouais. Donc, j'ai appris aussi à changer mon discours et pas dire sans gluten, mais gluten free. Bizarrement, l'anglais, ça passe mieux en France. Un point. Est-ce que c'est si important que ça de dire que c'est sans gluten? Moi, j'ai déjà goûté je mange ce que tu fais. Tu me dis que c'est sans gluten, je fais même pas attention que c'est sans gluten. Moi, je vois juste un truc bon, en fait. Parce que t'es ouverte d'esprit. Et tu fais partie de mon persona. Il y a d'autres personnes, quand on dit sans gluten, ça vient vraiment, c'est pas bon. C'est comme tu dis, je fais une brioche sans beurre. Je dis, est-ce que c'est bon? Bon. Alors que si j'ai fait une brioche, on me dire, est-ce que c'est bon? C'est pas la même intonation. Quand je disais que je fais du sans gluten, je voyais déjà la posture physique, les gens s'écartent, ils s'éloignent un peu du discours. On sentait qu'il y avait une distance qui se mettait entre ce que je disais et ce que je présentais. Alors que quand je mettais en avant, c'est simple, quand j'ai fait les questionnaires qualitatifs, quand j'étais en starter, je disais, je me présente, Anansa Simion de Spatial Ananas. Je propose des brunchs sans gluten. La personne fait le sans gluten, ça me dit rien, c'est sec, c'est pas bon, ça me donne pas envie. D'accord. Je reprends le même discours. Bonjour, je m'appelle Anansa Simion, je suis fondatrice Spatial Ananas, je suis chef en cuisine créole et sans gluten. Je propose des recettes à base de farine d'igname, agrémenté de confiture de papaye muscade, et je fais aussi des gâteaux au chocolat à base de farine de manioc, de poudre d'amande. Ah bon, on fait des gâteaux avec de la farine de manioc, mais c'est intéressant. Et là, la personne, elle s'avance. D'accord. Mais tu as donné faim en même temps. Oui, mais c'est pour ça que je dis que le discours fait la différence quand on parle de sans gluten. Et donc oui, ça a été dur pour moi de me positionner parce que j'avais peur que ce soit une sorte de rejet que du sans gluten. Frein aussi. C'est ça, parce que quand je dis sans gluten, c'est autre chose, les gens entendent vegan. Je sais pas pourquoi. Sans gluten est égal vegan, alors que le vegan et sans gluten, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, je pense que c'est le fait que c'est un régime sans. On entend sans gluten, on dit c'est bon, elle mange pas de viande aussi. Non, j'ai eu ça que je faisais toujours démarrer mes présentations en montrant une vache qui mange de l'herbe parce que quand je dis que je suis sans gluten, on pense que je mange que de l'herbe. Alors que je mange beaucoup plus varié depuis que je mange sans gluten. Et se positionner en tant que femme qui fait du sans gluten, et en plus avec une créole, c'était double niche. Donc c'est ça que je me dis, parfois je présente en disant que je suis la cuisine créole sans gluten, ou sans gluten créole, parce que il y a des personnes qui vont dire, le créole c'est épicé, c'est pimenté, alors qu'il y a une différence entre épicé et pimenté. Et donc, ça fait que je me mets aussi dans une niche, et j'ai une niche dans une niche. Donc, je voulais montrer que le sans gluten peut être bon, c'est pas sans goût, c'est pas sans gourmandise. Et la cuisine créole est au service sans gluten parce que c'est coloré, et ça change la vision de la cuisine créole aussi. Et du coup, tu arrives à trouver des clients variés ou tu as vraiment que des clients de niche? Tu as des gens de tout horizon qui viennent de... Étonnamment, j'ai plus de personnes qui ne mangent pas sans gluten que de personnes qui mangent sans gluten. D'accord, ok. J'attire plus ces personnes qui veulent découvrir de nouvelles saveurs, des nouvelles cultures, que des sans gluten. Donc, les sans gluten, j'existe. Venez me voir.
Donc si on récapitule, c'est des choses qui te sont arrivées, pardon, qui sont assez compliquées à gérer au quotidien, mais finalement t'en fais une force. Exactement. J'avais une double problématique parce que je suis en cuisine, mais aussi avec des allergies alimentaires. Donc pour moi, c'était important d'en parler. Et je suis sensible à ça pour mes clients. Donc je suis assez inclusive dans les brunchs, par exemple. Je fais une option sans lactose, une option végétarienne, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont sans gluten qui développent une allergie au lactose et vice versa. Donc je suis assez inclusive dans ma cuisine parce que je sais ce que c'est d'être allergique et de demander, de poser des questions. Parfois, les serveurs ne savent pas, ou on envoie un mail, on ne répond pas. Ou quand on dit les choses, les personnes sont surprises. Et ils s'étonnent des fois des allergies que je mentionne parce qu'ils sont pas... Voilà, les amandes, ils savent déjà, tout ça. Mais quand je dis je suis allergique à la pomme et à la carotte crue, les gens font quoi? Maintenant, aujourd'hui, tu te sers de tout ça comme une force pour être force de proposition pour tes Exactement. clients. Et ça t'apporte aussi toute cette expertise pour la partie consulting. Exactement. Mais à quel moment tu t'es dit, je passe de chef à consultant, en fait? Je trouvais que c'était une opportunité d'avoir une autre corde à mon arc. C'est des demandes qui revenaient ou c'est toi qui a... J'ai eu des demandes de personnes qui m'ont dit c'était déjà prévu que je le fasse. J'avais prévu d'évoluer vers ce métier et j'avais cherché justement à avoir des professionnels pour qu'ils puissent m'aiguiller. Donc, comment présenter les choses. Il y a eu très peu de personnes qui ont accepté de discuter. Et ensuite, la proposition est venue d'elle-même, en fait. C'est une amie qui m'a dit, tiens, j'ai une personne recherche quelqu'un pour faire telle chose. Est-ce que tu peux t'en occuper parce que c'est ton cœur de métier, la cuisine créole. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai saisi une opportunité. Une opportunité qui t'a fait mûrir l'idée de... Exactement. En plus de la cuisine, je vais proposer aussi du conseil. Mmh. Et aujourd'hui, comment tu vis de cette activité-là? Tu m'as dit que tu faisais des brunchs, mais enfin voilà, comment aujourd'hui tu vis de ça? Alors, j'ai plusieurs activités. J'anime des ateliers en entreprise, team building. Je fais du traiteur pour les particuliers et les entreprises. Le consulting, c'est que pour les entreprises. Et là, je recommence à faire des brunchs pour les particuliers, donc dans des restaurants, et aussi faire des petits déjeuners en entreprise. D'accord. Donc, tu as une partie B2B, Et B2C. voilà. Quelle partie est plus facile à convaincre finalement? Le B2B. Le B2B? Oui, c'est plus facile. Un peu facile parce que j'ai proposé des formules aussi et je travaille avec des entreprises partenaires. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus simple, le B2B. Oui, à traiter. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Enfin, les 5 choses que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer. Ah, tu poses des questions. Si tu crois en toi, tu y arriveras. N'abandonne pas même quand c'est difficile. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. On doute, mais il faut garder le cap. Je crois que c'est Fabienne Brilly qui le disait, si tu as une vision à la base, tu vas garder le cap sur ta vision. Et même quand tu douteras, ta vision va t'aider à garder le cap. D'accord. Et moi, ça m'est arrivé de douter parce que je voulais faire plein de choses. Et ça, je veux dire, il faut pas faire trop de choses en même temps. On commence par une première activité, un premier service, on maîtrise ce service, après on en fait un autre. Au moment où je m'éparpillais à trop vouloir faire, et à vouloir trop faire, après on fait mal. J'ai dispersé mon énergie et qu'à un moment, il fallait recentrer. Et quand j'ai commencé à recentrer, ça a fait plutôt effet boule de neige. Et ensuite, quoi d'autre? Je dirais toujours se former et assumer ses prix. Oui, parce qu'en plus, tu proposes quelque chose qui est assez pointu, donc même les formations que tu as dernières, toute la recherche que tu as pu faire, voilà, ça a un coût. Et du coup, les gens arrivent à le comprendre que c'est un peu plus élevé que la moyenne ou pas? Alors, les sans gluten, oui. Certaines personnes le comprennent, mais d'autres vont se dire, mais non, c'est trop cher. Alors moi, je dis que c'est pas trop cher, c'est pas dans votre budget. D'accord, ok. Aussi, un truc important, c'est assumer ses prix, mais calculer toutes ses charges pour fixer son prix. Vraiment, la marge et tout pour ne pas travailler à perte au final. T'as trouvé que c'était un exercice assez difficile? Oui, parce que la perception que j'ai de mon prix, des fois, je mets trop à la place du client. Alors que je pense qu'il faut se mettre à la place du client pour convaincre son client, mais voir aussi qu'on a des charges et qu'il faut en tenir compte. Ouais, tu voulais trop faire plaisir, entre guillemets. C'est ça. Quitte à renier un peu sur ta marge. J'étais un peu trop passion et pas assez... Business. Business.
Ouais. Maintenant, t'es un vrai requin ou pas? Je suis pas un requin, mais je peux dire que j'aime ce que je fais. J'ai toujours ma passion, mais je calcule et je peux dire non, là, à ce prix, en dessous de ça, je suis pas rentable. Et quand je vois certaines choses que j'ai fait au tout début, les prix que je donnais, et quand je revois maintenant en disant mais rien qu'en faisant le calcul, j'ai un tableau Excel où je rentre prix de revient, le taux de marge, taux de marge et taux de marque et tout. Et je me dis mais je faisais n'importe quoi là, j'étais pas. Oui, mais après, On apprend. Oui. Est-ce que tu as rencontré d'autres chefs qui t'ont aussi partagé aussi des tips ou tu as vraiment appris tout sur le tas et un peu dans la douleur à certains moments? J'ai rencontré des chefs qui m'ont conseillé, donc ça a permis d'ajuster au fur et à mesure. Mais c'est vrai que comme mon projet a beaucoup évolué, il fallait ajuster. Je rencontrais pas forcément des personnes qui avaient la même problématique que moi pour pouvoir m'aider, voilà, ajuster exactement. Mais avec un tableau Excel, Excel m'a beaucoup aidé. Pas de chef, mais un tableau Excel. Et un tableau Excel et des comptes aussi. Il y a beaucoup de comptes entrepreneurs sur Insta, sur LinkedIn, qui fait que j'ai revu ma façon de penser pour être rentable. Ok, donc tu as revu tes chiffres et tu as revu aussi ta manière de penser aussi. C'est ça. Oui, mais je trouve que c'est un travail mais qui est tellement dur tout le temps de toujours te dire ouais, ok, c'est bon, je garde le cap, je me laisse pas démonter et tout. Enfin, je trouve que des fois c'est un peu épuisant, mais je me dis en fait si t'as pas un bon mindset, si tu te mets pas au taquet, bah t'y arrives pas quoi. Ouais, je suis 100% d'accord. On peut se faire aider, on peut aussi côtoyer d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que nous. Donc ça aide qu'on est au même niveau, on s'aide mutuellement. Et il y a aussi, j'ai oublié un truc qui serait important de dire quand on commence l'entrepreneuriat, c'est l'intuition. Parce que des fois, on a l'intuition que ça va être galère. On a l'intuition que ça pue. On y va quand même. On y va quand même. Alors qu'on sent que ça pue. Mais ça pue. Mais on se dit, mais non, c'est une opportunité de dingue et tout. Il faut que j'y aille, voilà. Mais ça pue. Mais on se dit, mais non, peut-être que c'est moi. J'ai peur et tout. Mais non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Non, mais je rigole parce que j'ai déjà senti cette odeur. Tu vois, et tu vas et tu dis, mais purée, genre de m'écouter, ça puait, et j'y suis allée. Et tu vois, ça m'est encore arrivé de me dire, j'ai l'intuition que ça va être, je sens un truc, mais je dis, mais non, c'est pas ça. Je sens, et j'ai dit, j'y vais quand même. Et quand j'y suis allée, je dis, ah non, j'aurais dû lâcher l'affaire. Non, mais en fait, moi, j'imagine juste ma tête quand t'es dedans. La tête de déception. Ah, mais j'ai une déception il n'y a pas si longtemps, et je me suis dit, mais je sentais le truc. Je sentais, et je me suis pas imposée en disant, je vais pas perdre ce client, c'est un projet intéressant, non. Enfin, ce prospect, parce que il était encore prospect, il était pas encore client. C'est le temps que t'as pas signé de contrat, ni de devis, t'as pas passé d'acompte, concrètement. Des fois, ouais, c'est vrai, on se fait pas assez confiance, mais des fois, à l'instant, tu sens que ça va être compliqué ou que ça va pas le faire. Et j'ai pas écouté mon intuition. Et donc ça, c'est important qu'on est entrepreneur de se dire, je le sens pas, même si ça a l'air beau, ça brille, tout ça. Si on le sent pas une question de peur, parce que je fais la différence entre ne pas sentir et avoir peur. Là, il y avait des trucs qui alertaient et j'ai pas voulu les écouter. Ouais, t'as pas voulu voir, non? Ou t'as pas voulu... En fait, j'ai vu, mais je me suis dit, mais non, ça sera pas comme ça. Mais non. C'est vrai que je comprends qu'il y a des personnes qui sont plus dures en affaires maintenant. On dit, mais je comprends pas, la personne n'est pas du tout flexible, elle est pas souple. Mais je peux comprendre quand on a été souple auparavant et que des personnes, on donne la main et la personne prend le bras, quoi. Ouais, mais, enfin, je sais pas, mais il faut trouver un juste équilibre parce que des fois, c'est un peu trop, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est comme si on t'avait fermé une porte dans la gueule. Je sais pas, des fois, je trouve que c'est un peu surdimensionné, tu vois. Parfois, je trouve les personnes un peu dures et je connais pas son histoire personnelle et c'est pour ça qu'elle réagit, c'est pas contre moi. Elle revit une situation qu'elle a vécue auparavant, elle se dit, mais j'ai fait quoi une fois et voilà ce qui s'est passé. Après, je pense que faut aussi se détacher de certaines choses. C'est-à-dire que faut prendre de la distance avec des choses comme ça. Tu dis non, mais tu prends de la distance avec ça aussi. Tu dis, bon, j'ai dit non, mais c'est pas grave, en fait. Oui. En fait, tu dis non, mais t'es en train d'y penser toute la nuit. J'ai dit non. Comment il va le prendre? Comment? Voilà. Est-ce que je l'ai pas vexé? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ma réputation? Ma réputation. Mais en fait, les gens, en fait, tu leur as dit non. Enfin, je sais pas, ils pensent à autre chose le lendemain. En fait, je sais pas. Après, on a ce truc aussi d'être déçu de pas avoir fait plaisir à quelqu'un. Enfin. Exactement. Mais des fois, j'ai dit oui et à contre-cœur. Et après, le oui à contre-cœur, ça peut avoir des répercussions énormes. Donc maintenant, je préfère dire, vaut mieux un non franc
et qui après pourrait peut-être évoluer par un oui dans d'autres circonstances, que dire un oui à contre-cœur et après les choses se passent pas comme on le souhaitait et qu'on se dit j'aurais dû dire non. Mais ça prend du temps. Tu dis bon, j'ai pas trop confiance, mais si je dis non, je pourrais pas faire mes preuves. On va me demander d'autres trucs, machin, mais au final, faut se dire ça viendra quand ça viendra et puis faut faire confiance à l'avenir. Oui, il faut se faire confiance et ça encore c'est autre chose. Je pense vraiment que faut pas non plus s'autoflageller et prendre le temps de voir qu'on grandit aussi. On ne naît pas entrepreneur, on le devient et ça prend du temps. Et du coup, comment t'as travaillé un peu cette confiance ? Alors, je travaille toujours. J'ai regardé des vidéos sur la manifestation, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. En fait, j'aime bien, je regardais des choses positives parce qu'à un moment, j'ai trouvé que c'était assez anxiogène et à partir du Covid, j'ai trouvé que les infos étaient assez anxiogènes. Donc, j'ai préféré me détacher de tout ça, écouter des podcasts entrepreneurs vraiment intéressants et qui m'ont fait dire, mais en fait, c'est tout à fait normal, ça arrive à plein d'autres entrepreneurs, c'est pas moi, en fait. C'est le processus qui est comme ça. Ensuite, je me suis fait coacher et ça m'a beaucoup aidé à passer à l'action. C'était un coach business Ça mêlait un peu business, confiance en soi, vie perso. Et je me suis fait coacher, ça m'a beaucoup aidé à me casser les croyances limitantes, à les briser et à passer à l'action. Et de faire des choses que j'osais pas faire en me disant, mais j'ai pas les capacités, j'en suis pas capable, je suis pas compétente. Et au final, quand on les fait, ça peut pas être parfait déjà. La perfection, c'est compliqué à l'atteindre. Mais j'ai fait, et c'est en faisant qu'on fait, mais la perfection me paralysait, ça fait que je ne faisais rien. Oui, d'accord. Donc, c'est bien d'avoir fait des choses que j'aurais jamais fait. C'est le jugement que tu avais envers toi qui était dur et tu te disais que je suis pas à la hauteur, donc... Ouais, c'est ça, où j'ai jamais fait. Je me dis, je fais quelque chose que j'ai jamais fait, donc comment je peux faire bien faire les choses que j'ai jamais fait auparavant? Ça devient un cercle vicieux. Donc, en fait, on fait rien, on procrastine, on ne bouge pas et on se dit, mais je comprends pas, ça n'avance pas, ça n'augmente pas, mais c'est sûr que si on fait rien, ça n'apporte rien. D'accord, donc passer à l'action, en fait. C'est ça. Ok, donc passer à l'action t'a permis de gagner en confiance. Exactement. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques rêves de podcasts que t'as pu écouter? Ah bien, ma business de meuf déjà. J'ai fait toutes les saisons. J'ai découvert des profils de femmes hyper intéressantes. Et on voit qu'il n'y a pas un profil d'entrepreneuse. Il y a différents profils. Et que c'est intéressant. D'ailleurs, il y a un épisode qui m'avait beaucoup ému sur... elle se rendait dans les maisons de retraite. C'était Aline? Je sais plus son prénom, mais elle écrivait des livres... avec l'aide de la famille, des personnes, pour qu'après que le savoir de la personne âgée ne se perde pas. J'ai trouvé ça très émouvant. Et ensuite, il y a Pauline Legnaud. Pauline Legnaud? Elle a fait la bijouterie Gémio. Gémio, ouais. Donc j'écoute. Après, il y en a une, c'est Aline. Je peux pas, j'ai business. Je peux pas, j'ai business. D'accord, c'est The Bee Boost. The Bee Boost, voilà. Et un autre, c'est Marketing Square. D'accord, ok. Donc, t'écoutes que les top de... En fait, c'est cela. Il y a aussi Sutacom de Leila. Level Up Ton Biz. Voilà, c'est bon, je l'ai. Il venait pas. Level Up Ton Biz. Ouais, mais en fait, t'écoutes beaucoup de podcasts. En fait, moi, je te soupçonnais pas. Je cuisine beaucoup. Donc, en fait, quand je cuisine, j'ai différentes phases. Soit je regarde des trucs, j'adore l'histoire. Donc, soit j'écoute des podcasts d'histoire. Ou je regarde YouTube Histoire, je mets YouTube. Je regarde des séries, soit j'écoute des podcasts. D'accord. Selon mon humeur, j'aime bien que mon temps soit bien utilisé. Quand je marche, j'écoute des podcasts. Quand je conduis, j'écoute des podcasts. Et quand j'ai livré, des fois, je peux passer des heures sur la route. Donc, je mets un podcast. Et en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire deux choses en même temps et que ce soit utile et que j'apprenne des choses. Ouais, d'accord. C'est pas du temps perdu, en fait. Le temps est optimisé à fond. Tu m'as dit que t'écoutais des podcasts, mais... Je pensais pas que t'en écoutais beaucoup, en fait. Ah, mais j'ai podcast histoire, podcast économie, finance. Par exemple, j'aime bien écouter, il y a un truc, c'est les investisseurs. Il y a des podcasts sur l'éducation financière pour les femmes. Et ensuite, je regarde, tu vois, le truc qui s'appelle Garde Business. Ça, j'adore. Ouais. Garde Business, je kiffe. Ah non, mais moi, je suis niveau podcast, laisse tomber. Je vais même pas te dire ce que j'ai. Moi, j'écoute Scandale. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est un podcast sur les célébrités qui racontent leur histoire. Ah bon? Enfin, voilà, c'est hyper léger. Et après, j'écoute un autre podcast de Elle qui s'appelle Première fois, un truc comme ça. Mais moi, j'écoute que des... Enfin, franchement... Ou sinon, j'écoute aussi un podcast qui est très bien. J'ai peur, donc j'y vais.
C'est une coach qui fait Ah, ça. c'est pas mal ça. Ah, mais hyper bien. J'ai Hyper bien- cool. J'aime bien, je regarderai, je l'ajouterai, du coup. Ouais. Il y en a un aussi que j'écoute d'une ancienne Miss France. Et il est très léger et j'aime bien aussi. Ah, c'est pas Laurie Tillman, comment t'as fait? Mhm. Ouais, ça doit être ça. Voilà, mais après, des fois, je déconnecte, je regarde des choses qui sont plus terre à terre. Et des fois, quand j'en ai marre de penser à trop de choses, je mets un truc plus léger. Ou sinon, je fais des apéro quiz aussi, par podcast. Ah oui, moi aussi, je l'ai fait. Voilà, J'aime bien. j'étais toute seule dans mon lit en train de répondre aux questions. Moi aussi. Mais j'adore. Oui, Parce que j'apprends des choses et ça fait que ça me détend un peu le cerveau parce que j'ai pas tout le temps à penser business, finance. Ouais, mais après, c'est ça. c'est prenant. Mais tu fais quoi, du coup, pour, à part les podcasts, pour Décompresser. couper? Ouais, pour décompresser. Du dessin, de la peinture. Du dessin? Ok, la peinture. J'ai de la peinture. Là, j'étais sur une toile sur presque 1 an. Ah oui, quand même. Sur l'art aborigène, ouais. Et j'ai fait plein de petits points, des petits points, des petits points, des petits points. Ah, ça fait du pointillisme? En fait, ça s'apparente au pointillisme, mais c'est sur l'art aborigène. Mhm. Et avec un bâton, un pic à brochette. J'ai d'accord. différents types de pics à brochette. Donc maintenant, je sais qu'il y a plein de diamètres différents. Ok. Et je me suis amusée. Et c'est hyper... ça détend, en fait, de faire des points. D'accord, ok. Alors, je vais être illustratrice. Pourquoi je vais être illustratrice? Parce que j'ai toujours aimé lire. Alors, je lis beaucoup. Mhm. Et je vais être illustratrice. Et en 4e, le conseiller pédagogique, il a été horrible avec moi. Il m'a dit que je n'aurais aucun avenir, que je serais au chômage. Ah oui, quand même, il était sympa, toi. Ah oui, très sympa. Il a dit, parce que j'ai commencé le conservatoire en 6e. Mm. Et je vais intégrer l'école Boulle. D'accord. Donc, j'ai commencé le conservatoire en 6e. Et donc, j'ai fait 4 ans de conservatoire. Et le mec me dit, non, mais vous n'arriverez à rien. Enfin, il me tutoyait. Hein. Mais qu'en gros, j'étais partie à un échec total. Et moi, je dis non, je veux devenir illustratrice, c'est mon rêve. Et quand on me demandait ce que je voulais faire, je dis, je veux être illustratrice. Parce que je voulais allier mon plaisir de la lecture avec le dessin. Il faut savoir que quand je suis rentrée en 6e, mon but, c'était de lire tous les livres du CDI. D'accord. Donc, je lisais beaucoup. Je voulais remplir ma carte de bibliothèque. Et donc, en gros, je disais non, je veux être illustratrice. Il a convoqué mes parents. Il a convaincu mes parents que les livres n'existeraient plus à l'époque où je serais majeure et que je n'aurais aucune carrière, aucune évolution professionnelle. Je vais voir la misère. Bon, il a réussi à les convaincre. Et donc, ils m'ont dit de changer de voie. Et je pense que c'est là qu'a commencé le moment où j'ai erré dans des études, des choses que je voulais faire. J'ai pensé à faire du droit, après de la communication. Quand j'ai commencé la communication, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, j'aurais dû faire un autre bac. Il fallait faire une école. Donc, en fait, je pense que c'est là ça a commencé parce que ce que je voulais faire, on m'a détourné. Alors que j'ai une personne qui est créative et passionnée. Je suis très art plastique. Je suis très créer des choses, découper, coller, inventer. Et j'étais partie dans la mauvaise direction. Ok. Et de fil en aiguille. De fil en aiguille, je dis qu'il y a plusieurs vies dans une vie. C'est ça qui la rend intéressante. C'est de Wolinski. J'ai oublié son prénom. Et j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait plusieurs choses. Et quand on me dit que je ne peux pas, je dis que je peux. Que c'est pas parce que toi, tu ne peux pas, que moi, je peux pas. Et qu'on n'a pas à me projeter ses peurs. En fait, les personnes aiment projeter leurs peurs inconscientes sur les autres parce qu'ils n'oseront pas faire les choses. Mm. Quand j'ai changé plusieurs fois de métier, pas par choix mais par nécessité, et qu'on m'a dit que j'étais une personne instable, alors que je dis non, parce qu'il y a un cursus dans ce que je fais. Quand je suis arrêtée la restauration, je suis devenue... je faisais de l'animation dans les trains. C'était job alimentaire, mais j'ai fait des ateliers de pâtisserie avec les enfants. À côté. Pendant que j'étais à ABS, je faisais des ateliers de pâtisserie. Et ensuite, je suis aussi devenue community manager dans une start-up des arts de la table. Donc, il y a toujours un fil conducteur et je revenais toujours à la cuisine. Et quand j'ai vu que je revenais toujours à la cuisine, je me suis dit que j'allais y rester parce que, en fait, j'ai voulu arrêter mes études en 2003. Donc, j'avais une année de DUG en communication. J'avais validé mon année, mais j'ai mes parents, c'est bon, je vais faire de l'hôtellerie-restauration. Et ils m'ont regardé. Et pour les Antillais qui écoutent, vous savez comment les parents antillais peuvent être convaincants. Donc, ils m'ont dit, mais comment ça? Tu veux arrêter? En plus, je suis l'aînée de la famille, tu vois. Donc, tu vas arrêter tes études, mais t'as réussi, t'as validé l'année. Pourquoi tu vas arrêter? C'est un métier d'homme, c'est compliqué. Et en plus, je passais d'une carrière plutôt intellectuelle à du manuel. Donc, c'est plutôt mal vu. Et on n'était pas à l'époque où Top Chef, je crois que c'était le début de Top Chef. Donc, au moment où on voit la cuisine d'une certaine façon,
Je crois que Top Chef, ça a 15 ans. Ça a 15 ans, on a dû commencer en 2009, 2010. Ouais, ça doit être 2010 un truc par là. Donc, c'est le début où on voit la cuisine et tout. Mais c'était pas encore, pour une femme, c'était toujours compliqué. Donc, mais en fait, ça a démocratisé aussi le métier et ça l'a rendu plus crédible aux yeux de plein de personnes, quoi. Et c'est très difficile, en fait, le métier de la cuisine. Et les parents, ils me disaient, mais il y a pas beaucoup de femmes et tout ça. Donc, ils m'ont dit, continue tes études, et après, tu pourras faire ce que tu veux. Mais en plus, tes parents, ils sont un restaurateur, c'est ça Et ils ont un snack bar, il l'était pas encore à l'époque. D'accord, ok. Et donc, finalement, j'ai fait mon master en 2 ans. Mon master 2, j'ai fait un master communication en médias recherche. Donc, comme quoi, j'aime beaucoup lire, parce que j'étais vraiment sur le verbe, analyser les images médiatiques, le discours médiatique. Et il y aura beaucoup de choses à dire dans le contexte actuel. Ouais. Mais bon, c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, je vois quand je regarde les journaux télévisés, je vois les choses différemment. Parce que c'était le cœur de mon master. Et ensuite, on m'a proposé de faire un doctorat et de continuer sur ma problématique qui n'était pas très étudiée sur les Outre-mer, le discours médiatique par rapport à l'Outre-mer. Et j'ai dit non, j'en pouvais plus. J'ai dit non. Ouais, t'en avais un. Ouais. Et j'ai passé ma soutenance et le lendemain, je commençais c'était en 2010, j'ai commencé les entretiens pour rentrer en CAP. Et c'était très compliqué. Parce que j'avais un Master 2. Ah, c'était compliqué parce que j'avais des diplômes. De revenir à un CAP. Oui, parce que j'ai dépassé les 25 ans. Donc en France, si vous voulez vous former, et vous avez moins de 25 ans, formez-vous maintenant parce que passer 25 ans, c'est plus compliqué. Mais ça, c'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans, mais après, ça a évolué. Non, il y a 14 ans parce que j'ai commencé à chercher en 2010. Mais ça a évolué maintenant, avec la loi qui est passée sur les reconversions professionnelles. Maintenant, on a les formations continues, etc. Moi, c'était une galère. Ouais, mais j'imagine bien. Moi, j'ai revu un cursus et tout il y a très très longtemps. Il y a bientôt 15 ans. Et c'était compliqué de changer de voie et de revenir à autre chose. Ouais. En France, on n'est pas comme les anglo-saxons. Les anglo-saxons, c'est prouve-le que tu peux le faire. En France, c'est montre-moi que tu as la théorie et après, tu me prouveras que tu sais faire. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et donc, de 2010 à 2011, j'ai galéré à trouver un CAP qui m'accepte. Et tout, j'avais un ultimatum. Mon père m'a dit, si t'as rien en décembre de 2011, il faut que tu trouves un travail. Donc, de 2010 à, on va dire, septembre-octobre 2011, j'ai cherché. J'avais même postulé en Guadeloupe pour un CAP et je voulais rentrer au lycée hôtelier du Gosier. Et en formation continue, c'était pas possible, ça? J'avais déposé plein de dossiers, j'ai fait tellement de trucs, je sais même plus ce qui s'était dit ou pas. Et au final, j'ai trouvé une asso qui a accepté mon dossier de CAP. Et donc, finalement, c'est comme ça que j'ai pu passer mon CAP cuisine. Mais ça n'a pas été fini parce que je me suis retrouvée alitée pendant 3 semaines avant mon examen pratique. Donc, j'ai failli ne pas passer mon examen et le passer en septembre. D'accord. C'était épique. Oui. Mais et puis à l'époque, c'était mal vu de rétrograder. Enfin, voilà. C'est ça, exactement. D'être rétrogradé, de passer d'un master à un CAP. C'était très mal vu. Ouais. Surtout que la finesse et la douceur antillaise t'accompagnent dans tes choix. Et c'est 15 ans après que tu discutes avec tes parents. Ils disent, ah oui, je t'avais dit ça. Ah oui, mais non, mais machin. Enfin, il y a aussi ce truc, il y a la pression familiale qui est assez forte et tout. Et je pense que maintenant, tes parents ils voient les choses autrement. Enfin. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins, mais après, t'as les preuves que maintenant, t'as monté ton business, que t'as envie, que voilà, Voilà, c'est un long processus. En 4 ans, je me suis découragée. J'ai recommencé. Je me suis dit, je vais arrêter. Je me suis mis des dates butoirs. Et après, je me suis dit, il faut faire des choses différemment. Et continuer, persévérer dans les choses mais c'est dur d'avancer, mais sans l'aval de ses parents, c'est chaud, quoi. C'est chaud, mais je savais que si je faisais pas, j'aurais des regrets. Oui, toi, personnellement. Mais c'était dur de se dire que même vis-à-vis de la société, quand tu dis que tu as un CAP, on ne te regarde pas de la même façon. En France, on a beaucoup, pendant longtemps, dévalorisé, je trouve, la filière technologique, la filière manuelle. Et que maintenant, on voit ça différemment. Mais des filières manuelles, il y a des personnes qui ont beaucoup de diplômes et qui n'ont pas forcément de travail. Alors que des filières manuelles, qui gagnent plus que des personnes qui ont beaucoup de diplômes. Ah bah oui.
Ça commence à inverser la tendance, mais je vois encore, il y a encore des façons de parler de la filière manuelle. Mais dans la food, c'est bien vu parce qu'on a des pâtissiers, des cuisiniers stars. Et c'est les émissions qui ont fait ça. Voilà, je pense à Cédric Grolet, à Yann Couvreur, Christophe Adam. Tous ces gars-là qui nous font des pâtisseries hors de prix et qu'on achète et qu'on bouffe. Que je ne peux pas manger parce qu'elles sont pas sans gluten. Voilà. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est très bon. Merci. Voilà, je pense à Pierre Hermé, etc. Enfin, toutes ces personnes qui sont médiatisées et qui, aujourd'hui, on voit, enfin, c'est plus la cuisine d'antan, mais tu vois, la cuisine, la restauration, la pâtisserie, c'est très bien vu, mais d'autres métiers manuels, plombier, etc., voilà, je vois personne à la télé en train de parler il y a pas de plombier star, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a encore cette limite-là. On a rendu la pâtisserie le truc glamour. Maintenant, ça se vend un peu plus, mais franchement, on regarde encore avec des gros yeux. Si on te dit que t'es plombier, ah ok, c'est intéressant, et puis bim, les gens se tournent les talons et ils te calculent pas, quoi. C'est très vite que les gens te jugent par rapport à qui tu es, ce que t'as, voilà. Je faisais ça quand j'ai eu mon CAP, je disais oui, j'ai eu un master 2 et après je me suis reconvertie comme s'il fallait justifier que j'avais des diplômes. Et je me dis mais j'ai pas à avoir honte d'avoir changé de voie et d'avoir suivi ce que j'aime. Et je pense que je changerais peut-être encore, peut-être pas changer, je continuerai à faire de la cuisine toujours, peut-être d'une autre façon, mais c'est moi en fait, il y a différentes facettes et je les assume. Ouais, mais dès que les gens ils voient que tu rentres pas dans la case ou tu rentres pas dans une case, pour eux t'es quelqu'un d'instable et tout, alors qu'on fonctionne pas tous de la même manière en fait. Mais enfin la société française c'est plutôt on fait des diplômes et après on a un parcours. Non, ça change les reconversions. Oui. De montrer qu'il y a de plus en plus de reconversions, qu'on a plusieurs vies dans une vie. Mais avant c'était tu faisais ta carrière mais parfois dans la même boîte. 30 ans, 40 ans, maintenant on change de boîte. Tous les 5 ans. Mais même je trouve qu'il y a encore des profils, notamment que je vois en accompagnement, etc., mais qui ont du mal en fait à entrer dans le moule parce qu'au final ils se retrouvent pas et la société ne permet pas en fait de se voir autrement que parce qu'ils ont décidé de nous catégoriser en fait. Et en fait il y a beaucoup d'errance. Moi je te comprends quand tu me dis qu'il y a eu de l'errance que tu savais pas, etc. Enfin, c'était compliqué. Bah, en plus, surtout au moment où tu l'as fait, c'était encore plus compliqué parce que maintenant ça se démocratise, on parle des multipotentiels, les gens qui ont des visions, des parcours différents. On parle beaucoup de reconversion, mais c'est maintenant qu'on en parle et maintenant que c'est un peu démocratisé, maintenant qu'on commence à comprendre et qu'on commence à accepter, qu'on commence à envisager certains profils. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux ou des gens qui ont été malheureux peut-être toute leur carrière, quoi. Maintenant, ils peuvent se dire qu'ils peuvent commencer à envisager les choses autrement. Oui, après, il y a tout ce qui... en fait, l'instabilité du début peut faire peur. Je me suis posé la question, j'ai pas reprendre un poste salarié. Et je me dis, pourquoi pas, je peux très bien en reprendre un. Mais oui, mais quand t'as goûté à l'entrepreneuriat, enfin, c'est comme une drogue. Enfin, la liberté, c'est quelque chose. De pouvoir bouger, par exemple, me dire, je peux très bien voyager et proposer des prestations, je peux cuisiner n'importe où. Et je dis oui, c'est ça que je peux dire aussi à un entrepreneur. T'as dit 5 trucs, mais j'ai plus que 5 points à donner. C'est penser vraiment, ne pas tout en la tête dans le guidon, mais prendre une pause. Parce que le burn-out de l'entrepreneur, ça existe aussi. Et que il est nécessaire de prendre 2 semaines, 3 semaines, se déconnecter sans penser à la finance, sans penser aux commandes, budget, quoi, pour vraiment après revenir tout frais, toute fraîche, pour reprendre le travail et continuer à garder le cap. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi aujourd'hui et bientôt avec nous toutes celles qui nous écoutent. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Nansa. Vous pouvez retrouver toutes les descriptions, tous les liens, voilà, pour voir tous les brunchs à Nansa, goûter ces gâteaux qui sont excellents. Merci. Vous retrouvez tout dans la bio. Et puis, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Business de Meuf. Ciao. Ciao.